enquêteurs ont analysé vos vidéos et décelé plusieurs plagiats. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations? Moi, j'ai jamais rien volé à personne. Et quand les gens trouvent quelque chose, à moins que j'oublie, bah, je leur rends hommage en disant, bah, écoutez, c'est grâce à votre force et vos idées. Vous savez, voler des idées, c'est une chose qui est les plus facile à faire et les pires. Et les pires. Comparaison. Article Wikipédia et vidéo Gladio Vatican de Louisette Lavray. Vous avez mis en description de votre vidéo 2 liens sur le Gladio pour faire croire qu'il s'agit d'un travail de recherche sérieux. Mais vous avez omis de mettre l'article Wikipédia que vous avez plagié durant toute la vidéo. Vous êtes habile dans la tromperie. Regardons un extrait. Gladio, glaive en italien, désigne le réseau italien d'une structure créée sous l'égide du ministre de l'Intérieur Mario Schiella, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour parer à une menace d'invasion soviétique. On désigne couramment Gladio pour l'ensemble des armées secrètes européennes, dont l'existence a été révélée publiquement le 24 octobre 1990 par le Premier ministre italien Andreotti. L'existence de ces unités clandestines de l'OTAN est restée un secret bien gardé durant la guerre froide, jusqu'en 1990. Tous les pays de l'Europe de l'Ouest avaient leur Gladio. En France, l'unité secrète portait le nom du code blanc-bleu. En Belgique, SDRA 8. Au Danemark, Absalon. En Allemagne, TDBGD. En Grèce, LOK. Au Luxembourg et aux Pays-Bas, I et O. En Norvège, ROC. Au Portugal, Agniter Press. En Espagne, Red Quantium. En Suisse, P26. En Turquie, Harp d'hérésie. En Suède, AGAG. Gladio a été mis en place sous l'égide de la CIA comme structure de l'OTAN répondant directement au CHAP. Cette structure avait comme fonction de rester derrière en cas d'invasion soviétique afin de mener une guerre de partisans. Dans ces objectifs, des caches d'armes étaient disposées un peu partout en Italie nord-orientale. Je vais faire que c'est clair. Et j'ouvre exprès là. Parce que je n'écouterai pas. J'en ai rien à battre. Plagiat numéro 2, le Batavia. Ce plagiat est déjà connu de certains, et depuis sa divulgation, vous avez essayé de corriger le tir en affirmant sur vos vidéos de rue que l'auteur est un de vos amis. Nous avons donc voulu en savoir plus, et nous sommes aperçus que l'auteur qui habitait depuis 20 ans en Australie est décédé en 2014. L'éditeur de Simon Lay, que nous avons contacté, n'a jamais entendu parler de vous. Regardons un extrait. Sans la présence d'un criminel supérieurement doué, il est évident que les aberrantes atrocités qui suivirent le naufrage n'auraient jamais eu lieu. Ce facteur-là fut décisif, mais il était aussi imprévisible. À côté de cela, il faut signaler l'existence d'un autre facteur institutionnel. Il s'agit de la façon dont le commandement était exercé sur les navires de la VOC. Suivant l'usage général, l'autorité suprême était détenue à bord non pas par un marin, mais par un terrien,
un haut fonctionnaire dont l'expérience et les compétences étaient d'ordre purement administratif, politique et commercial. Il portait le titre de subrécargue. Toutes les responsabilités nautiques, navigation, manœuvre, relations avec l'équipage, incombaient à son subordonné, le patron, le shipper, secondé lui-même par un premier timonier et les 2 assistants de celui-ci. Le patron n'était donc pas un capitaine au sens moderne du mot. Il était certes un marin expérimenté, mais pour le reste, il n'avait en général reçu qu'une éducation rudimentaire, sinon nulle. Le navire était donc dirigé par une sorte de hiérarchie boiteuse. Le subrécargue commandait au patron, mais il manquait à ses ordres l'autorité que seul un marin eût pu leur conférer. Le patron obéissait au subrécargue, mais tout en se sachant plus compétent que lui. Pareille situation était naturellement source d'incertitude et de friction. Sur le Batavia, cet état de choses se trouvait encore envenimé par une extrême incompatibilité de tempérament entre les 2 hommes. Qui a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Silence, la vilaine! Viens! Range-la et va ton chemin! Plagiat numéro 3, la voix glauque. Été 82. C'est au mois de juillet qu'Albert commence à verser dans la paranoïa. L'été 82 marque pourtant un ralentissement des appels du corbeau. Mais le peu qu'il donne à entendre franchit un cap dans la cruauté. Cette fois, il ne se contente plus d'agiter des rumeurs d'adultère. Il remue le plus douloureux des secrets de famille. Le basculement survient le 16 juillet. Jour tranquille dont le soleil invite à la promenade. Albert et Monique marchent autour d'Aumonzey avec leur fils Gilbert, avant-dernier de la fratrie, et sa compagne Marie-Christine. La balade les conduit jusqu'au relais de télévision qui surplombe Granges. Sur le coup de 17 heures, Albert et Monique regagnent leur pénate. Peut-être que quelqu'un les voit atteindre le seuil de leur habitation, car le téléphone se met à sonner. En décrochant, Monique reconnaît aussitôt la voix rauque. À quelques centimètres, Albert réagit au quart de tour. « Va chez Michel, va passer des appels. » C'est une combine qu'ils ont élaborée ensemble pour éliminer des noms de suspects. Ils composent le numéro de certains d'entre eux afin de savoir si la ligne est occupée. Monique se précipite chez son fils. Le corbeau ne semble pas perturbé par le changement d'interlocuteur. Au contraire, il laisse libre cours à son fiel. « Tu feras comme ton père, tu te pendras », glisse-t-il à l'oreille d'Albert. C'est la première fois qu'il fait référence au drame originel. « Tout le monde se pend chez les Villemain », ajoute-t-il. Au même moment, dans sa... Je vais faire que c'est clair. Et j'ouvre exprès là, parce que je n'écouterai pas. J'en ai rien à battre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, effectivement, le mal n'est même pas rien. C'est à peine quelque chose. C'est même pas le néant. C'est pas vrai. C'est une espèce de copie, en fait. D'anticopie. C'est très pathétique. Plagiat numéro 4, Google Traduction. Sur ce coup-là, vous avez failli passer à travers les mailles du filet.
Plagier un texte d'anglais est plus discret que de lire du Wikipédia France, mais le texte était trop fluide pour être le vôtre et nous avons finalement découvert l'astuce. Nous avons traduit cet article de l'anglais au français avec Google Traduction et bingo. L'intérieur du camping-car a été examiné, catalogué et analysé. Il y avait quelques boîtes de documents juridiques, des bloc-notes remplis d'écrits personnels, des vêtements, des appareils électroniques et d'autres objets personnels. Une boîte de dossiers de tribunal civil concernant le divorce de Dale, d'un précédent mariage et la garde de sa fille. Il contient des ordonnances du juge, les dépositions et les décisions, les communications imprimées par courrier électronique et la correspondance avec plusieurs avocats. Des milliers de pages ont été conservées dans des dizaines de fichiers stockés sous le lit du camping-car. De nombreux enregistrements sont couverts de notes manuscrites de Dale. L'un est un fichier intitulé « Recherche ». Il contient un document détaillé des méthodes de lavage de cerveau. Un message signé par Judy a été trouvé sur une des feuilles de papier pliées, comme s'il avait été transporté dans une poche. Le message dit: parfois, lorsque Dale et moi sommes dans des lieux publics, je donne l'impression qu'il me maltraite ou m'abuse émotionnellement. En fait, nous passons un bon moment et rien ne va mal. Mon but en écrivant ceci est d'expliquer que tout va bien et que je ne suis pas maltraité. Dale est un homme bon. Un autre message, apparemment écrit par Judy sur un post-it, a été trouvé sur le siège du passager. Il déclare: je sais que vous avez mal au cœur, je vais vous écouter et vous faire confiance. Moi, j'ai jamais rien volé à personne, et quand des gens trouvent quelque chose, à moins que j'oublie, bah, je leur rends hommage en disant, bah, écoutez, c'est grâce à votre force et vos idées. Vous savez, voler les idées, c'est une chose qui est les plus faciles à faire et les pires. Et les pires. Tu nous as joué du pipeau, et en plus tu joues faux. Mytho. Que des salades et que du flan. Wesh, gob. Tu nous prends trop pour des glands. Plagiat numéro 5, l'inconnu d'Isdal. Toujours le même numéro, vous mettez des liens qui n'ont rien à voir avec la vidéo en description pour faire sérieux et omettez de mettre l'article Wikipédia que vous avez plagié de A à Z. L'inconnu d'Isdal est une affaire policière norvégienne non résolue concernant le cadavre d'une jeune femme non identifiée, retrouvée morte en 1970 dans la vallée d'Isdalen, près de Bergen en Norvège. Le rapport officiel conclut à un suicide. Mais cette conclusion reste très controversée. Une tentative de résolution de l'énigme est relancée en décembre 2016 par un journal norvégien. D'après leur conclusion, l'espionnage militaire semble au cœur de l'affaire. L'inconnu pourrait être d'origine allemande, française ou belge. Le 29 novembre 1970, vers 13h15, lors d'une randonnée autour du mont Ilriken, dans une zone connue comme la vallée d'Isdalen ou Isdal, un randonneur et ses deux jeunes filles tombent sur les restes partiellement carbonisés d'une femme nue, cachée parmi certains des rochers à faible distance d'un sentier de randonnée. On retrouve sur les lieux des fragments de vêtements, un parapluie, 2 bouteilles en plastique fondues sentant le pétrole, une demi-bouteille de Kloster liqueur, un couvercle en plastique presque totalement détruit, une cuillère en argent et peut-être un passeport. La police remarque que toutes les étiquettes des vêtements de la victime ont été retirées et que le fond de la bouteille en plastique a été gratté, de même que le monogramme de la cuillère.
Moi, j'ai jamais rien volé à personne. Et quand les gens trouvent quelque chose, à moins que j'oublie, bah, je leur rends hommage en disant, bah, écoutez, c'est grâce à votre force et vos idées. Vous savez, voler les idées, c'est une chose qui est les plus faciles à faire et les pires. Et les pires. Je veux même aller plus loin. Je suis désolé pour Stéphane, mais je me dis que... Ça fait longtemps que je le pense. Hein. Heureusement qu'il a écrit des bouquins, qu'il a fait tout ça, parce que je me demande s'il n'était pas lui-même un serial killer potentiel. Je suis désolé, je le pense comme ça. Et bon, il a trouvé peut-être cette sortie, et il en a créé, comme nous le voyons, une mythologie. Donc cette vidéo va être très courte. Je vous invite à cliquer sous le lien en bas. Je ne connais pas du tout ces personnes, hein, mais je les remercie. Une dernière chose qui me concerne un peu, Stéphane Bourgoin nous raconte qu'il a trouvé enfin l'énigme du Dahlia noir. Je vais pas commencer à parler du Dahlia noir, mais raconte beaucoup de conneries. Et ça aussi, c'est un truc en plus pour moi, parce que effectivement, quand on connaît bien les sujets, on voit bien que ce mec est un mytho. Voilà, c'est fini. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.